Donc, on va pouvoir y aller, la distribution d'échantillonnage. Alors, le principe. La population mère de laquelle est tiré l'échantillon est finie ou infinie. Toutefois, une population finie dans laquelle s'effectue un tirage avec remise peut être considérée comme infinie. Est-ce que vous me suivez? À partir du moment où vous faites un tirage et que vous le remettez, ça peut être considéré comme étant infini. Chaque échantillon de taille n constitué, avec ou sans remise, à partir d'une population mère finie ou infinie, forme ce qu'on appelle une distribution statistique. Est-ce que vous entendez bien? Chaque échantillon prélevé forme une distribution statistique. Cette distribution statistique peut être caractérisée par une moyenne, la distribution. Est-ce que vous entendez? La distribution statistique, pas un échantillon. C'est tous les échantillons qu'on va prélever. Donc, cette distribution statistique peut être caractérisée par une moyenne, un écart type ou une proportion. La série des valeurs obtenues pour l'une de ces caractéristiques à partir de l'ensemble des échantillons tirés de la population mère constitue ce qu'on appelle une distribution d'échantillonnage de la caractéristique considérée. En conséquence, on peut donc obtenir une distribution d'échantillonnage de moyenne, d'écart type ou de proportion. Chaque distribution d'échantillonnage sera caractérisée par une moyenne ou un écart type. Alors, juste qu'on soit d'accord sur les notations, parce qu'on va prendre des notations, on va dire, conventionnelles, pour qu'on soit bien tous d'accord, pour parler tous de la même chose, parce que là aussi, selon les auteurs, il y en a qui vont prendre des notations un petit peu différentes, mais évidemment, ça voudra dire la même chose. Alors, par convention, pour lever toute forme d'ambiguïté, nous allons, nous, utiliser les notations suivantes. Alors, j'ai séparé d'un côté la population mère, oméga, et de l'autre côté les échantillons particuliers, EI, E comme échantillon, I comme le premier, le deuxième, le troisième, etc. L'effectif ou la taille de la mère, ça sera grand N, l'effectif de l'échantillon, ça sera petit n, la moyenne de la mère, ça sera M, qui sera connue ou imposée, on verra ça tout à l'heure. La moyenne des échantillons, ça sera XI bar, fréquence ou proportion, c'est P pour la mère, connue ou imposée, ou FI pour l'échantillon. La variance, donc l'écart type au carré, connu ou imposé pour la mère, et puis écart type prime au carré pour, puisque la variance est l'écart type au carré. D'accord? Donc, écart type prime pour l'échantillon, et puis l'écart type, sigma connu ou imposé pour la mère, et sigma prime pour l'échantillon. Alors, nous allons commencer par la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors, rappelons tout d'abord qu'il s'agit de déduire les caractéristiques d'un échantillon quelconque, particulier, à partir de la connaissance des caractéristiques de la population mère. Alors, soit dans une population mère oméga de taille grand N, une variable aléatoire grand X pour laquelle l'espérance mathématique M, la proportion P et l'écart type sigma sont connus. C'est pour ça que je vous ai donné d'abord la notation conventionnelle. Là, on est bien en train de parler de la mère. Remarque, lorsque l'on dit que, parce que ça non plus, ce que je veux dire maintenant, normalement, vous auriez dû déjà m'arrêter, vous auriez dû me dire, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, monsieur, qu'est-ce que vous nous embêtez avec une histoire d'échantillon, alors que vous nous dites que vous connaissez toutes les caractéristiques de la mère? Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en général, les étudiants comprennent mieux l'aspect estimation. À partir d'un échantillon, extrapoler la mère. Ça, vous le comprenez instinctivement. En revanche, dans l'autre sens, je connais ou je suppose connu la moyenne et l'écart type de la mère, autrement dit de toute la population, et les étudiants, de temps en temps, me disent « Mais qu'est-ce que vous nous embêtez avec un échantillon? On s'en fout ». Ah non, on ne s'en fout pas tout à fait. Alors, lorsque l'on dit que les caractéristiques de la population mère, moyenne, fréquence, variante et écart type, sont connues ou imposées, ça suppose donc qu'une estimation antérieure de ces mêmes paramètres de la population mère a déjà été faite ou qu'un client impose une norme à respecter. Ça y est, vous commencez à me suivre? Eh oui, mais est-ce que si on ne dit pas ça, ça devient incompréhensible? Parce qu'on se dit, mais si c'est connu, de quoi vous me parlez alors? Qu'est-ce que vous embêtez à chercher des trucs si vous connaissez toute la mer, toute la population? Donc on va imaginer que quand on dit connu, c'est soit parce qu'on a déjà travaillé auparavant à partir d'estimations
sur la mer, ou c'est un client qui nous impose, notamment dans le contrôle qualité par exemple, des normes. Très bien. De cette population sont issus P échantillons, E1, E2, EP, de taille petite n, qui auront chacun des moyennes et des écarts-types différents. Les différentes moyennes obtenues par l'échantillon particulier, x1 bar, x2 bar, forment, c'est ça, la distribution d'échantillonnage de moyenne représentée par la variable aléatoire x bar n. Ça va, vous faites bien la différence? D'accord? C'est l'ensemble qui va former une distribution d'échantillonnage des moyennes représentées par la variable aléatoire x bar n. Très bien. L'espérance mathématique maintenant. Espérance mathématique de x n. L'espérance mathématique de la variable aléatoire x bar n est égale à l'espérance mathématique de la population mère. Oui, ce qui n'est pas étonnant non plus, hein, sans avoir à le démontrer. Donc, l'espérance de x bar n égale m, m étant, rappelez-vous, l'espérance de la mère. Maintenant, la variance. La variance de x bar n, la variance de la variable aléatoire x bar n est égale à la variance de la population mère divisée par la taille de l'échantillon. Donc, V, la variance de x bar n égale sigma au carré, d'accord, c'est bien la variance de la mère, divisé par petit n, c'est bien la taille de l'échantillon. Je vous ai dit, attention, là, il y a des formules à connaître par cœur. Donc, l'écart-type, ben, là, ça ne va pas vous étonner, l'écart-type de x bar n, c'est égal à quoi? À la racine carrée de la variance. Et la racine carrée de sigma au carré divisé par n, c'est égal à sigma divisé par racine de n. Ça va, vous me suivez? Ça, c'est à savoir. Alors après, je vous ai mis une remarque, mais très honnêtement, c'est plus, j'allais dire, par petite précaution. Voilà. Les formules ci-dessus sont applicables lorsque la population mère est finie et l'échantillon non exhaustif, c'est-à-dire tirage avec remise, ou si la population est infinie et que l'échantillon soit ou non exhaustif. Si la population est finie et l'échantillon est exhaustif, tirage sans remise, E de x bar n égale m, donc c'est pareil, mais sigma, l'écart-type de xn, égale sigma sur racine de n multiplié par racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Ça m'étonnerait très honnêtement qu'on vous embête avec ce cas-là. Hein. Vous resterez sur le cas général, c'est celui-là dont il faut se souvenir essentiellement. La loi de probabilité maintenant. Alors, la loi de probabilité de x bar n. Principe. Si la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30, la variable aléatoire x bar n suit une loi normale. Donc, si petit n, qu'est-ce que c'est petit n au fait? C'est oui, mais la taille de l'échantillon, très bien. Parce que là, il faut, vous voyez, hein, c'est pour ça que il faut bien suivre les notations qu'on a données pour savoir de quoi on parle. Donc, si la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à n, d'accord, x bar n suit une loi normale. Écoutez bien, souvenez que les deux paramètres d'une loi normale, c'est la moyenne et l'écart-type. Eh bien, regardez bien, la moyenne, m, c'est la moyenne de la population mère, et l'écart-type de x bar n, c'est sigma sur racine de n. Ça va, vous me suivez? 2. Quelle que soit la taille de l'échantillon, si la variable aléatoire grand X suit une loi normale, la variable aléatoire grand XN suit aussi une loi normale. Donc, si X suit une loi normale de moyenne M et d'écart type sigma, c'est-à-dire la moyenne de la mère, l'écart type de la mère, alors x bar n suit une loi normale de moyenne M et d'écart type sigma sur racine de petit n. Vous allez me dire, je comprends rien. On va prendre un exemple. Vous allez voir, en fait, avec un exemple, j'espère que ça va s'éclairer. Et vous allez voir que c'est pas rien, c'est pas que pour vous embêter. Dans le monde réel, ça existe, ça, bien sûr. Une machine produit des pièces dont le diamètre X suit une loi normale de moyenne 50 mm et d'écart type 3 mm. Tout de suite la remarque, bien comprendre que les paramètres de la population mère ont été définis à partir d'une estimation antérieure ou qu'il s'agit d'une norme imposée par un client, par exemple. Le client qui vous achète ces pièces a exigé que
la moyenne des pièces soit de 50 mm et l'écart type soit de 3 mm. Dites-vous bien que dans l'industrie, dans le monde réel, où vous imaginez dans l'industrie des médicaments, enfin, etc., en biologie, etc., dans la chimie, ça c'est du contrôle qualité qui, on va faire comme ça, devrait être très fin. D'accord? OK? Et pareil pour l'industrie, bien entendu. Donc, afin de contrôler la production, on tire un échantillon de 25 pièces à intervalles réguliers. Donc, soit x bar 25, vous avez compris, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de taille 25, associe la moyenne du diamètre de cet échantillon. Très bien. 1. À quelle loi de probabilité obéit la variable aléatoire x bar n? Rappel, quelle que soit la taille de l'échantillon, si la variable aléatoire grand X suit une loi normale, alors la variable aléatoire x bar n suit aussi une loi normale. Je vous le rappelle, copier-coller, je dis ce que je fais ce que je dis. Si grand X suit elle-même, la variable aléatoire, une loi normale, donc avec une moyenne et un écart type, alors x bar n, la variable aléatoire qui à chaque échantillon associe la moyenne, etc., suit aussi une loi normale de moyenne m et d'écart type sigma sur racine de n. J'applique, x bar 25 suit à peu près une loi normale de moyenne 50 et d'écart type 3 sur racine de 25, autrement dit, x bar 25 suit à peu près une loi normale de moyenne 50 et d'écart type 0,6. À partir de là, tout ce que nous avons vu sur les lois normales, les probabilités, ça y est, ça s'applique. Et regardez bien, maintenant on peut par exemple calculer la probabilité pour que le diamètre moyen dans l'échantillon soit supérieur par exemple à 51 mm. Donc on nous demande P de x bar 25 soit supérieur à 51. Je vous rappelle que ça, je ne sais pas le calculer. Je fais mon changement de variable, vous vous souvenez, P de t supérieur à x moins m sur sigma, 51 moins 50 sur 0,6. Il vient P de x bar 25 supérieur à 51, c'est pareil que P de t supérieur à 1,67. Et comme moi, je suppose que j'ai une table P de t inférieure à petit t, vous êtes d'accord? Ça revient à calculer 1 moins P de t inférieur à 1,67. Ça, dans la table de la loi normale, petit t, ici, 1,67 est positif, donc je peux lire directement la probabilité. Donc ça fait 1 moins 0,9525, ça fait 4,75%. Ça veut dire que la probabilité donc que la variable aléatoire x bar n soit supérieure, enfin que son diamètre soit supérieur à 51 est de 4,75%. Ça va, vous voyez le principe. Maintenant, un peu plus technique. Intervalle d'acceptation contenant la moyenne. Alors, quel est le principe? Des intervalles d'acceptation centrés sur la moyenne d'un échantillon de taille n peuvent être calculés au seuil de confiance alpha, qui est donc compris entre 0 et 1. Autrement dit, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quoi? Quelle est, regardez bien, la probabilité que x bar n soit compris entre m moins k et m plus k et soit égal à alpha. Est-ce que vous êtes d'accord que, vous vous souvenez, ça, c'est égal, on l'a vu lorsque on calculait les spécificités des variables aléatoires qui suivent une loi continue telle que la loi normale. Vous vous souvenez, la probabilité que x soit compris entre a et b, c'est la probabilité que la variable aléatoire x soit inférieure à b moins la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à petit a, la valeur la plus élevée moins la valeur la plus faible. Et bien c'est exactement ce que j'écris. Ça c'est égal à P de x bar n inférieur à m plus k, la valeur la plus élevée, moins P de x bar n inférieur à m moins k égale alpha. Donc, si je fais le changement de variable, qu'est-ce que c'est le changement de variable? X moins m sur sigma. Vous voyez, là, je vous fais la démonstration. Parce que peu de gens vous la font, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça coince. Donc, je préfère vous faire la démonstration, d'accord? Donc, x moins m, enfin, x bar n moins m sur sigma, qui suit une loi normale de 0 et 1, eh bien, regardez bien, ça fait P de t inférieur à m plus k moins m sur sigma. Sigma sur racine de n, moins P de t inférieur à m moins k moins m, divisé par sigma
c'est-à-dire sigma divisé par racine de n égale alpha. Vous voyez, j'ai fait le changement de variable, je n'ai rien fait ici d'extraordinaire. Donc, après simplification, il vient P de t inférieur à k sur sigma divisé par racine de n, moins P de t inférieur à moins k sur sigma divisé par racine de n égale alpha. On en déduit donc, forcément, que t, le petit t, regardez, le petit t, P de t inférieur à petit t, le petit t c'est k divisé par sigma sur racine de n, autrement dit, ben c'est tout bête, hein, produit en croix que k égale t multiplié par sigma sur racine de n. Ou, ce qui revient au même de l'autre côté, ici, puisque vous voyez P de t inférieur à moins t, d'accord, ça fait que moins k égale moins t multiplié par sigma sur racine de n. Donc, ça revient à calculer ce qui est écrit ici, là, hein, d'accord, P de grand T inférieur à petit t, moins P de grand T inférieur à moins T égale alpha. Spécificité que vous connaissez de la loi normale, qu'est-ce que c'est que P de moins T? D'accord, c'est 1 moins P de T inférieur à petit t. Ben, ça y est, je l'applique. Hein. P de T inférieur à T, moins, moi j'ouvre les crochets pour pas tout mélanger. 1 moins P de T inférieur à T égale alpha. Il vient P de T inférieur à T, moins 1, plus, c'est pour ça que j'ai bien mis la parenthèse, plus P de T inférieur à petit t égale alpha. Donc, c'est comme si on avait écrit 2 fois P de T inférieur à petit t, et moins 1 égale alpha. Autrement dit, P de T inférieur à petit t égale, ben, il suffit, hein, 1 plus alpha divisé par 2. Et donc, à partir de la loi normale, on peut donc trouver petit t, évidemment, facilement. Vous allez me dire, je comprends rien. Exemple. Première question. On cherche, au risque de 5%, l'intervalle dans lequel doit se situer le diamètre moyen des pièces, mesuré dans un échantillon de 25 pièces, sachant que le diamètre moyen d'une pièce dans la population est de 50 mm et l'écart type du diamètre est de 3 mm. Alors, autrement dit, on cherche quoi? Quelle est la probabilité, alors, où on pose plus exactement, la probabilité que xn soit compris entre 50 moins k et 50 plus k, ça fasse 0,95. Est-ce que vous me le suivez? D'accord? Vous avez bien compris l'énoncé? Ça va, c'est bon? On cherche au risque de 5% l'intervalle dans lequel doit se situer le diamètre moyen des pièces mesuré dans un échantillon de 25 pièces, sachant que le diamètre moyen est de 50 mm et l'écart type 3 mm. D'accord? Donc, ça, on sait qu'on cherche donc la probabilité pour que ça fasse 95%, 50 entre 50 moins k et 50 plus k. Donc, je vous refais pas la démonstration, on arrive directement, P de T inférieur à petit t égale 1 plus sigma divisé par 2, ce qui fait que P de T inférieur à petit t égale 1 plus alpha, 0,95 divisé par 2, et c'est très facile après, hein, P de T inférieur à petit t égale 0,975. Et donc, dans la table directe, on sait que pour avoir 0,975, parce que là, en fait, c'est le problème, encore une fois, inverse de calculer une probabilité. D'habitude, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une variable aléatoire suit une loi normale? On vous demande souvent de calculer quelle est la probabilité que vous cherchez t inférieur à tant ou t supérieur à tant. Là, on vous donne directement la probabilité. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Petit t. Et comme vous savez que petit t c'est x moins m sur sigma, vous retombez sur vos pieds. Donc, je répète, ici, on sait que P de T inférieur à moins T, ça fait 0,975. Quand vous prenez la table de la loi normale, pour avoir 0,975 de probabilité, ça veut dire que vous vous situez avec un petit t égal 1,96 pour une probabilité de 97,50%. Comme on sait que, je vous rappelle, que k égale t multiplié par sigma sur racine de petit n, eh bien k égale 1,96 multiplié par 3, on le sait, divisé par racine de 25, ça fait donc 1,176. Et bien voilà, c'est fini maintenant. Donc, on a compris que puisque k égale 1,176, donc quand je dis la probabilité que x bar n se situe entre 50 moins k et 50 plus k et que ça fasse 95%, ça veut dire qu'il y a 95% de chances pour que x bar n se situe entre
48,82 et 51,18. Donc, la moyenne d'un échantillon de 25 pièces appartient, dans 95% des cas, à l'intervalle 48,82 et 51,18. C'est ça que ça veut dire. Alors après, vous pouvez en prendre 50 d'exemples. Qu'est-ce que vous allez changer? La moyenne, l'écart type, alpha, au lieu de prendre 5%, vous allez prendre 2%, 1%, mais le principe, lui, sera, bien entendu, toujours le même. Alors, je vous fais une petite remarque, je vous dis, remarque, on peut illustrer ces calculs avec un graphique très simple, si vous voulez. Alors, on voit bien que la probabilité de x bar inférieur à 50 plus k est égale à 97,5%. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous souvenez? 5%. La loi normale, sans très réduite, est symétrique. La loi normale, vous me suivez? S'il y a 5%, ça veut bien dire, regardez bien, qu'il y a 2,5% de chaque côté. Ça va? Vous avez 95% au milieu et il y a 2,5% de l'autre côté. Ben ça y est, hein, c'est terminé. Hein, je veux dire, voilà, à partir de ça, c'est la représentation graphique, si vous voulez. Mais bien sûr, on voit bien du coup que donc 50 moins k, c'est moins 1,96 et 50 plus k, c'est plus 1,96. Quand j'ai fait le changement de variable ici, si vous voulez, c'est comme si je passais à la variable aléatoire x bar n. La ligne d'en dessous, c'est bien x moins m sur sigma. Regardez bien. La moyenne de la loi ici, c'est 50, vous vous souvenez? Quand je fais 50 moins m sur sigma, ça fait bien 0. Voilà, c'est ça l'idée, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout simple en fait, hein, une fois qu'on a compris le principe. Deuxième question, que peut-on dire de l'échantillon si le diamètre moyen des pièces le constituant est 50,8 mm? Alors, l'échantillon dont le diamètre est 50,8 mm est représentatif de la population. En fait, c'est ça qu'on voulait vérifier, puisque, je vous rappelle, dans cet exemple-là, 50,8 est compris entre 48,82 et 51,18. Ça va, vous me suivez? Alors vous comprenez le lien avec le contrôle qualité? Si jamais vous commencez à regarder des échantillons et que ce n'est pas dans cet intervalle-là, ça veut dire que vous devriez refuser le lot. Ça va, vous comprenez ce que... D'accord? Ok, c'est ça en fait l'idée. D'accord? Conséquence, cela veut dire que si le diamètre de l'échantillon est de 52 mm par exemple, il n'est pas représentatif de la population. Ça va? Laquelle population, je vous rappelle, dont les normes soit sont connues, soit sont imposées. Et si c'est imposé par un client, si ce n'est pas dans les clous, ben vous devez refuser le lot, par exemple. D'accord? Bon, là, je ne vais pas vous embêter avec les histoires, vous savez, si c'est constitué sans remise, etc. Ça, je vous le mets à titre informatif, mais on ne vous embêtera pas avec ça. Maintenant, l'échantillonnage de différence de moyenne. Alors, là, ce qu'il faut savoir faire, c'est le cas pratique. Vous allez voir dans quel cas ça va servir. Parce que c'est plus compliqué à expliquer qu'à faire. Une fois qu'on sait le faire, c'est tout bête. Vous allez voir. Donc on est dans l'échantillonnage de différence de moyenne. Soit deux distributions d'échantillonnage issues de deux populations différentes. Deux distributions d'échantillonnage issues de deux populations différentes. On constitue un échantillon dans deux populations et la valeur moyenne de la mesure faite dans chaque échantillon est une variable aléatoire. Donc, x bar A est la variable représentant la valeur moyenne dans l'échantillon A de taille NA, et x bar B est la variable représentant la valeur moyenne dans l'échantillon B de taille NB. Donc, x bar A suit à peu près une loi normale de moyenne A et d'écart type sigma A divisé par la racine carrée de petit n A. Et forcément, B, c'est une autre, donc il suit une autre loi normale avec une moyenne qui est B, la sienne, et son écart type, c'est-à-dire sigma B divisé par racine de NB. Très bien. La différence entre les valeurs moyennes des deux échantillons est une variable aléatoire qu'on va appeler D, si on veut, qui a les caractéristiques suivantes. E de D égale E de x bar A moins x bar B. Eh bien, sachez que ça, c'est égal à MA moins MB.
Et l'écart type de la demande est égal à la racine carrée de sigma au carré fois A divisé par NA plus sigma au carré de B divisé par NB. Et si NA et NB ont des effectifs, encore une fois les échantillons, supérieurs à 30, alors D, la différence, suit une loi normale de moyenne MA moins MB et d'écart type dont on vient de parler, c'est-à-dire sigma carré de A divisé par NA plus sigma carré de B divisé par NB. On peut alors calculer la probabilité attachée aux valeurs prises par la différence x bar A moins x bar B. Vous allez me dire, je ne comprends rien. Exemple. Une ampoule électrique de marque alpha a une durée de vie moyenne de 2800 heures avec un écart type de 280 heures. Maintenant, une ampoule de marque bêta a une durée de vie moyenne de 2000 heures avec un écart type de 420 heures. On prélève 49 ampoules de chaque marque. Très bien. La variable x bar A représente la durée de vie moyenne des ampoules de l'échantillon de marque alpha et la variable x bar B, la durée de vie moyenne des ampoules de l'échantillon de marque bêta. On va s'intéresser ici à la différence D de durée de vie des deux distributions d'échantillonnage. Donc, on détermine la loi de cette différence. Donc, on est bien d'accord, je fais ce que je dis ce que je fais. X bar A donc, suit une loi normale de moyenne MA et d'écart type, etc., etc., ben, je le fais, nanana, donc X bar A suit à peu près une loi normale de moyenne 2800 et d'écart type 40. Quant à X bar B, je fais exactement le même principe, j'applique exactement la définition exactement de la même façon, donc X bar B suit une loi normale de moyenne 2000 et d'écart type 60. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? À nouveau, je vous mets exactement la définition. L'espérance de la différence, c'est égal à l'espérance de la moyenne de chacune. Donc, ça fait MA moins MB, c'est-à-dire 800. 2800 moins 2000, ça fait bien 800. Et quant à l'écart type de la différence, j'applique la formule nanana, ça fait 72. Donc, on peut utiliser la loi pour calculer la probabilité pour que la différence soit supérieure à 1000 heures. Quelle est la probabilité que la différence entre les durées de vie des deux ampoules soit supérieure à 1000 heures? X moins M sur sigma. 1000 moins M, on vient de le dire, 800. La différence, attention, c'est bien la loi de la différence. La différence à moyenne, c'est bien 800, et son écart type, c'est bien 72. Eh bien, ça revient à dire, quand je fais le changement de variable, calculer la probabilité que t soit supérieur à 2,77, ça fait à peu près 1%. Et on pourrait aussi rechercher, par exemple, la probabilité pour que la durée de vie moyenne de l'échantillon alpha soit supérieure à la durée de vie moyenne de l'échantillon bêta. Donc ça veut dire que je pourrais chercher quelle est la probabilité que la différence entre les deux soit négative. Je fais mon changement de variable, forcément, vous voyez bien que P de t inférieur à moins 11, ça fait à peu près, évidemment, dans cet exemple-là, 0%, bien entendu.